Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Selon le temps qui vous sourit, bienvenue dans Question de gouvernance, une émission organisée par Eden Télévision, la télévision qui éprouve le bonheur d'être avec vous à chaque instant. Cette émission se propose de s'intéresser à la révision du code électoral en République du Bénin. 250 millions de francs CFA et 200 millions de francs CFA, ce sont là les cautions que devront s'acquitter respectivement les candidats à la prochaine élection présidentielle prévue pour se dérouler en 2021 et aux législatives fixées en 2019. C'est entre autres ce que prévoit la nouvelle réforme du code électoral adoptée le 7 août 2018 par la commission des lois de l'Assemblée nationale du Bénin. Ce nouveau code doit être encore adopté en plénière par les honorables députés, mais il suscite déjà de vives polémiques. L'objectif de cette nouvelle disposition est de limiter le nombre de candidatures dans un pays qui a fait le choix du multipartisme intégral, en tout cas à défendre les turiféraires du régime en place. Mais selon l'opposition, les dispositions contenues dans la nouvelle mouture auront pour conséquence l'exclusion des citoyens et créeraient une république de riches. Si cette réforme est votée, le Bénin deviendrait l'un des pays où il faut payer le plus cher pour briguer la magistrature suprême devant le Congo et le Sénégal. Comment faire pour inscrire cette réforme dans une démarche inclusive afin d'éviter toute victoire conjoncturelle d'un camp politique sur un autre? Révision du code électoral, force et faiblesse de la nouvelle mouture, c'est le thème de ce numéro de Question de gouvernance. Invité pour en parler, Monsieur Ghislain Gadegbe, il est acteur politique, membre du Parti Alternative Citoyenne, donc de la mouvance présidentielle. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur, tranquillement. Merci à vous. En face de vous, monsieur Donclam Abalo, il est désormais acteur politique, porte-parole de l'USL, l'Union sociale libérale, c'est bien cela. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les téléspectateurs. On va commencer par expliquer quelques concepts aux téléspectateurs. Le code électoral, monsieur Ghislain Gadegbe, qu'est-ce que cela regroupe? Merci, monsieur le journaliste, et bonsoir, bonjour, vous l'avez dit à vos téléspectateurs. Alors, le code électoral, c'est simple, c'est l'ensemble des dispositions qui sont contenues dans un texte et qui doivent nous servir de guide pour organiser les élections dans notre pays. Voyez-vous. Donc, le code est là pour régir tout ce que nous allons faire, les conditions d'abord pour aller aux élections et régir un peu ces élections-là. Mais en fait, le code, est-ce que ça se doit d'être statique? S'il y a des améliorations à apporter, à y apporter comme toute œuvre humaine, moi je pense qu'il n'y a aucune... Enfin, je ne suis pas contre. Il faut améliorer les choses tant qu'on peut les améliorer. Mais je suis d'accord avec vous, les améliorer dans le bon sens. Donc là, à Balo, vous avez des éléments à ajouter par rapport en tout cas à la définition du concept de code électoral? Non, je n'en dirai pas plus. Le code, comme il l'a dit, c'est un ensemble de règles, n'est-ce pas, édictées par les instances habilitées à le faire pour régler les questions électorales, les conditions d'accès aux différentes élections, les conditions, n'est-ce pas, pour enlever des sièges. Tout ça, c'est organisé dans un code qui est le code électoral. Donc, je n'ai rien à ajouter par rapport à la définition qui a été donnée. Maintenant, le débat qui va se faire, comme vous l'avez dit, ce serait sur la pertinence de certaines dispositions. Je pense que même si rien n'est statique dans la vie et qu'on peut améliorer des choses, il faut faire un diagnostic qui permet donc d'apporter des améliorations. Aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est quel est le diagnostic qui a été fait pour que on aille dans le sens, n'est-ce pas, de la modification du code électoral qui n'a que 5 ans d'âge. Ça fait 5 ans simplement que ce code existe. Ce code n'a régi qu'une élection présidentielle, qu'une élection législative, qu'une aussi élection municipale et tout le reste. Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on décide aujourd'hui de réviser ce code électoral? Eh bien, pour moi, c'est la problématique.
Au sein de Alternative Citoyenne, M. Ghislain Guédégbé, quelles sont les raisons fondamentales qui font que vous estimez qu'il est nécessaire, opportun de réviser le code électoral qui n'a qu'environ 5 ans d'âge? Voyez-vous, le code électoral, nous sommes tous d'accord sur la définition qui est donnée. Alors, quand vous prenez le code qui court jusqu'à la date d'aujourd'hui, puisque la nouvelle n'est pas encore votée en plénière, vous constatez qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand vous prenez ce code qui vous dit que pour aller aux élections présidentielles, vous l'avez dit, il faut payer 15 millions. Semble-t-il, beaucoup parmi les candidats arrivent à trouver ces 15 millions, mais vous sentez que c'est des candidatures qui vraiment ne permettent pas de faire un bon choix. Tout le monde est libre d'être candidat aux élections présidentielles. Mais imaginez-vous, je ne vous apprends rien. Pour les élections présidentielles passées, nous avons commencé par avoir une 50aine de candidatures. Et parmi les dispositions qui sont les obligations des candidats, il est question d'aller payer une caution au niveau du trésor public ou dans les recettes perception, au niveau décentralisé. Mais nous avons constaté, par exemple, à cette période, qu'entre le dépôt de 48 candidatures et le paiement de la caution, nous avions pu avoir à peu près 25% du nombre de candidats qui a baissé. On est passé à peu près d'une 50aine à moins d'une 30aine de candidatures parce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'aller payer la caution qu'il faut pour vraiment se faire citer parmi les candidats. Voyez-vous, je ne dis pas que ce n'est que la caution qui permet d'éliminer un candidat, mais entre autres, moi je pense que cette caution, à ce niveau-là, permet des candidatures fantaisistes, surtout au niveau d'une élection présidentielle, s'il vous plaît. Alors, autre chose qui nous oblige, par exemple, à toucher à ce code, l'attention est cristallisée sur la caution, mais il y a beaucoup d'autres dispositions, par exemple, qui est liée à la structure même qui doit organiser les élections. Je veux dire la Sénat. Telle qu'elle ou tel que ça se présente dans le code qui a cours actuellement, vous constatez que on désigne ceux qui doivent faire partie de la Sénat. Une dizaine de personnes à peu près qui y vont, ils font une élection, ils s'en vont. C'est comme si on institue, on appelle ces personnes à organiser cette élection et puis ils disparaissent. La question de l'institutionnalisation de la Sénat, pour moi, est une raison, par exemple, qui milite à ce qu'on touche le code actuel. Voyez, ne serait-ce que ces deux éléments, pour moi, c'est fondamental. Et si on avançait là-dessus, je pense que les choses vont s'améliorer dans le cadre de l'organisation des élections dans notre pays. Donc là, Abalo, vous êtes le porte-parole de l'USL, la commission des lois. Vous avez suivi cette actualité qui a donc validé le 7 août dernier la révision du code électoral. D'abord, au sein de votre parti, pensez-vous qu'il était nécessaire de réviser le code électoral en vigueur depuis, vous l'avez dit, environ 5 ans? 5 ans seulement. Vous avez vu avec quelles difficultés, n'est-ce pas, mon cher ami Ghislain a pu dire les raisons pour lesquelles il faut modifier le code électoral. Moi, je n'ai pas été du tout convaincu. Je ne sais pas si vos téléspectateurs étaient convaincus. Sur la question de la caution, il a reconnu lui-même que tout le monde n'a pas 15 millions pour aller à l'élection. D'accord? Et pourtant, il soutient qu'il faut maintenant aller à 250 millions. Voyez-vous, il y a quand même un problème. Et l'argent, ça c'est ce que nous pensons au niveau de l'Union sociale libérale.
libéral, l'argent ne peut pas être une raison pour empêcher les gens d'être au service des populations. Les grandes démocraties que nous copions, comme la France, les États-Unis, personne ne paie des cautions pour aller aux élections. Donc on aurait pu trouver d'autres arguments, n'est-ce pas, pour parler de la représentativité des candidats que de parler de l'argent. Pour nous, c'est un... Par exemple, on peut demander à un candidat à l'élection présidentielle d'avoir un certain nombre de signatures. D'accord ? Ça se passe ailleurs. D'avoir un certain nombre de représentants sur le plan administratif, je veux dire, dans les mairies, dans les communes, on peut dire que tel parti politique ou tel candidat devrait avoir tel nombre d'élus locaux. C'est des choses qu'on peut demander. Je m'attendais à ce qu'on dise que chaque candidat à l'élection présidentielle est un parti politique avec une vision claire de ce qu'il va faire lorsque il va prendre le pouvoir, avec un programme clair. On n'a pas parlé de l'idéologie, on n'a pas parlé de la vision, mais on parle d'argent. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que pour rassembler cet argent-là, il y a des gens qui peuvent n'avoir aucune vision pour le pays, mais trouver cet argent et venir être candidat. Est-ce que c'est ça que nous voulons comme système démocratique de notre pays? Donc par rapport à ça, je n'ai pas été convaincu sur son argumentaire. L'autre chose qu'il a avancé, c'est les structures. Mais vous savez très bien que la Sénat aujourd'hui est permanente. Et curieusement, dans ce code électoral, on n'a pas touché les dispositions relatives à la Sénat, ni au COSLEPI. On n'a pas touché à ça. Mais on a parlé de caution, on a fait une loi personnelle en parlant des anciens chefs de l'État, alors que la loi normalement devrait être impersonnelle. On a parlé de 15% sur le plan national, alors que nous allons non pas des élections nationales, mais des élections faites sur la base de circonscriptions électorales. Donc il y a beaucoup de choses qui, pour nous, gênent dans ce code. Alors pour revenir à votre question sur l'opportunité du code, nous ne trouvons aucune opportunité par rapport à ce code-là. D'abord, nous sommes à moins de 10 mois des élections législatives. On ne sait pas pourquoi il faut toucher à un code électoral à moins de 10 mois des élections, première chose. Deuxième chose, si vous remontez dans l'histoire à l'Assemblée nationale, vous saurez qu'avant, il y avait des lois. À chaque élection, on avait des lois électorales. Et les députés eux-mêmes, dans les débats parlementaires, ont dit non, il faut prendre un code. Parce qu'on ne peut pas chaque fois, quand il y a élection, adopter une loi ad hoc. Donc il faut un code qui doit avoir quand même une durée de vie telle que les dispositions permettent d'organiser plusieurs élections. Et le code a été voté il y a 5 ans seulement. Donc aujourd'hui, nous ne voyons pas, après que ce code ait servi pour quelques élections, nous ne voyons pas le problème qu'il y a pour qu'on aille aujourd'hui à la révision du code électoral. C'est ce même code qui a fait élire les députés qui sont là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un problème? Ce même code a fait élire le chef de l'État qui est là aujourd'hui. Où est le problème? Donc en fait, nous constatons simplement qu'on veut modifier le code électoral parce qu'on est à la veille d'une élection législative et à la veille d'une élection présidentielle et on veut empêcher simplement la compétition en y mettant des clauses qui excluent des citoyens de ce pays. C'est ça que nous dénonçons chaque jour. Donc en fait, nous on n'est même pas convaincus sur la pertinence de modifier le code électoral à un moment pareil. Nous comprenons qu'il y a des manœuvres dilatoires, il y a une envie d'exclure des gens, il y a une envie d'empêcher que certains aillent aux élections et il y a une envie pour d'autres de se pérenniser, n'est-ce pas, à la tête de certaines institutions. Et c'est ce que nous comprenons. Et ça, le jeu démocratique n'est pas sauvegardé. C'est dommage pour une démocratie comme la nôtre. Ghislain Kadegbe, existe-t-il une envie d'empêcher la compétition, d'exclure des candidats potentiels à participer au prochain rendez-vous électoraux à travers la validation par la commission des lois du Parlement de la révision du code électoral? Vous avez posé tantôt la question sur les raisons qui militent, à mon avis, à moi, pour qu'on puisse toucher le code. J'ai cité clairement 2 raisons. Entre autres, je ne vais pas y revenir, d'autant plus que mon vis-à-vis trouvait que j'avais eu toutes les difficultés à les ressortir, et il n'a pas hésité à les énumérer et à les attaquer. De toutes les façons, moi je ne pense pas. Vous savez, l'opposition dans notre pays, que je respecte beaucoup, c'est des gens qui trouvent que par rapport à toutes les lois, à toutes les dispositions qui sont votées à l'Assemblée nationale, ils se retrouvent dedans. Si ça ne les exclut pas, c'est à cause d'eux qu'on a pris une telle disposition. Mon cher ami, il parlait tout à l'heure de ce que des anciens sont visés, des candidats, pour empêcher des candidatures de certaines personnes. Je trouve que c'est pas juste de penser ainsi. Quand vous prenez une disposition de ce code qui parle des anciens présidents, aucune disposition ne parle spécifiquement d'un ancien président. C'est emballé dans un tout où on a dit, voilà telle personne. Pas
individuellement, les anciens présidents, les présidents des institutions qui sont actuellement au poste. On parle des anciens militaires. On a mis dans un seul article, mais on nous dit que c'est une seule personne qui est visée. En matière d'argent, le niveau de la caution qui est fixé, puisque nous y sommes. Je voudrais reconnaître très très humblement que ce niveau me paraît trop élevé. Mais dire qu'on ne devrait pas y toucher, je pense que ça pose un problème. On ne peut rien faire pour toucher. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a exigé 15 millions. D'accord ? On a eu une cinquantaine de candidatures, parmi lesquelles j'en trouve de fantaisistes. Mais quand il a fallu aller payer, je ne dis pas 250 millions, mais 15 millions, nous avons eu 11 entre-temps qui n'ont pas pu trouver l'argent. Moi, je compte sur cette plénière-là, qui est en train de siéger ou qui va siéger pour situer un montant raisonnable. Mais me dire qu'on n'est pas en droit de toucher le code ou de faire des améliorations, je pense que quelque part, c'est exagéré. Personne n'est visé. Je dis bien personne. Ni aucun député, ni aucun ancien président n'est... Sur la question de la caution pour le compte des législatives, on parle de 200 millions de francs CFA. C'est à peu près le double de l'ensemble des pays de l'UMOA réunis, qui également expérimentent depuis quelques années la démocratie. Et si, entre-temps, cette mouture proposée est validée en plénière par les honorables députés, comme je l'ai dit dans mon introduction, le Bénin sera le pays où on paie le plus cher pour briguer à la magistrature suprême devant le Congo, le Sénégal. Ne pensez-vous pas que c'est quand même, cela relève de l'extraordinaire? Non, je ne voudrais pas qu'on fasse des polémiques autour de quelque chose sur laquelle on s'entend très bien. Je dis à ce niveau, la caution me paraît trop élevée, aussi bien pour le président de la République que pour les députés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais dire qu'on ne devrait pas toucher, on ne devrait toucher aucune disposition de l'ancien code, qu'on devrait repartir comme ça, je trouve qu'il y a des choses à améliorer. Et j'ai apporté les raisons pour lesquelles il faut toucher à certaines dispositions. L'argumentaire avancé par, en tout cas, certains députés qui partagent la vision du gouvernement, c'est la réduction de nos candidatures fantaisistes. N'existe-t-il pas une autre façon pour, en tout cas, le politique de réduire ces candidats loin en tout cas, de la hausse de caution? Je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure de ce qui est possible, n'est-ce pas, par rapport à ça. Alors, dire qu'on doit retoucher le code, je l'ai dit, s'il n'y a pas un diagnostic clair qui montre que des choses n'ont pas marché, ce n'est pas utile de toucher au code. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait jamais toucher au code. Il faut faire un diagnostic clair. Première chose, lorsqu'on fait un diagnostic et on dit qu'on peut toucher le code en l'améliorant, d'accord ? Mais Ghislain Gadegbe fait bien de constater qu'on n'a pas amélioré, puisqu'il n'est pas d'accord par rapport au montant de la caution. Ça veut dire qu'on n'est pas allé dans le sens de l'amélioration, on est allé dans un sens d'aggravation, n'est-ce pas, des conditions. Donc on n'a pas amélioré pour nous, puisqu'il n'est pas d'accord lui-même qu'on aille jusqu'à 200 millions et 250 millions. Donc sur ça, nous sommes d'accord. Il faudrait qu'on puisse avancer. Lorsqu'il dit, et ça je l'ai bien écouté, que la loi elle était totalement impersonnelle, qu'on n'a pas visé un ancien président de la République, nous avons combien d'anciens présidents de la République? Nous en avons deux. Pour le moment, deux qui sont en vie. Monsieur Thomas Boniaï et Monsieur Nicéphore Dieudonné-Soglo. C'est les deux que nous avons, on n'en a pas d'autres. D'accord? Dites-moi, quels sont les présidents d'institutions qui sont actifs sur le terrain, d'anciens présidents d'institutions? Quels sont les militaires qui sont actifs, puisqu'il a parlé de ces corps de métier? Donc on a voulu englober, mais en réalité, vous savez très bien que ceux qui sont très actifs et qui voient au chapitre aujourd'hui, ce sont les anciens présidents Thomas Boniaï, très actif, et l'ancien président Nicéphore Dieudonné-Soglo, très actif. D'accord. Avec la nouvelle loi, si l'un des deux anciens présidents décide aujourd'hui d'aller aux élections législatives ou de conduire une liste, et donc ils sont obligés de renoncer à leur statut d'ancien président de la République. Et vous trouvez qu'on n'a pas visé des gens? Vous trouvez que ces gens ne sont pas concernés par cette disposition qui est anticonstitutionnelle? Parce que de toutes les façons, une loi ne peut pas venir remettre en cause des dispositions de la Constitution. D'accord? Donc à partir de là, nous autres, nous ne nous opposons pas à des choses pour le plaisir de le faire. Nous disons que ces dispositions-là concernent deux anciens présidents de la République qui sont les seuls encore en vie actuellement. On ne peut pas nous enlever ça de la tête. Pour nous, c'est très important. Et donc, nous pensons que normalement,
même si l'objectif visé, c'est ne pas cumuler les émoluments d'anciens présidents et de députés, on aurait pu laisser les anciens présidents aller s'ils veulent aller, et une fois élus, on peut leur dire, vous choisissez entre vos émoluments d'anciens présidents de la République et vos émoluments de députés. Mais dire qu'un an avant, ils doivent renoncer à leur statut avant d'aller aux élections, vous trouvez très bien que, d'abord nous sommes déjà à moins d'un an, vous trouvez bien que ces dispositions visent des personnalités de la vie politique. Ne pas le dire serait ne pas rendre service, n'est-ce pas, à notre système démocratique. C'est pour ça que nous pensons, et nous sommes d'ailleurs convaincus, que ce code électoral est un code électoral qui vise des gens, est un code électoral qu'on est en train de modifier parce que justement on veut, encore une fois je le dis, empêcher la compétition. Si ce n'est pas le cas, qu'on laisse les gens aller aux élections. Nous copions de grandes démocraties dans lesquelles il n'y a pas de caution, la caution n'existe pas. On demande simplement un certain nombre de choses, et là je réponds à votre question, comme les signatures, comme un certain nombre d'élus à l'Assemblée nationale, comme un certain nombre d'élus dans les municipalités, comme un programme de société. Et après maintenant, on peut faire une collecte de fonds pour aller aux élections. Mais la caution pour y aller n'est pas une solution. Et avec une caution, on est en train de faire l'apologie de l'argent en politique. Or, le régime actuel nous a dit clairement qu'il viendrait pour combattre l'argent en politique. Nous constatons que ce n'est pas le cas. Et je crois que c'est honnête de le dire. Ce n'est pas de faire de l'opposition simplement que de le dire. Et puis heureusement, les jeunes de la mouvance présidentielle ont également haussé le ton en disant qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à ces dispositions-là. Donc je voudrais qu'avec mon ami de Alternative Citoyenne, on puisse s'accorder sur ce minimum avant de continuer. Concernant les dispositions qui viseraient les anciens présidents de la République, Ghislain Guédégbé, ne pensez-vous pas que cette disposition, une fois adoptée, constituerait un précédent qui peut entraîner des polémiques juridico-politiques autour de la disposition constitutionnelle empêchant un ancien président ayant fait 2 mandats de postuler à une élection présidentielle? Non, écoutez, si vous parlez d'élection présidentielle, réellement, les deux anciens présidents, sauf respect que M. Abalo a cité tout à l'heure, ni l'un ni l'autre, je ne les vois pas en train d'être candidat aux élections présidentielles. Je dis bien présidentielles. Il a bien fait de supposer que si l'un d'entre eux souhaite aller aux élections législatives, moi je ne vois pas ce qui l'empêche. La disposition en question, c'est vrai, je sais qu'il y a eu beaucoup de difficultés à avoir ce code. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Mais ça ne devrait pas nous obliger à dire des contre-vérités. Dans le document en cours d'amendement au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui est dit? Il y a un ensemble de corps de métier. On me demande les militaires qui sont actifs. Ils n'ont même pas le droit d'être actifs. La loi les oblige à démissionner un an avant. Et c'est dans la même disposition qu'on a parlé d'anciens présidents qui, ils devraient nous apporter acte. Ils n'ont pas le droit, fût-il des anciens présidents, de cumuler des avantages. Et c'est pour éviter ces genres de choses la proposition demande qu'ils démissionnent avant d'être candidats. Démissionner avant d'être candidat est si difficile qu'on puisse me dire aujourd'hui maintenant que si on laisse les lois en l'état, aussi bien les Yaïboni que le président Nicéphore Soglo ne pourraient être candidats, vous vous trompez. L'argent en politique, nous déplorons tout ça. Ce n'est pas l'apanage de l'opposition, il a dit. Le président de la République a dans son programme demandé qu'on travaille pour que l'esprit du citoyen ne soit plus concentré sur l'argent. Je vous donne un exemple. Si vous avez déjà organisé une élection, comment ça s'appelle, un vrai meeting électoral, vous savez ceux qui participent, il y a 2 catégories de personnes qui participent à ce meeting-là. Vous avez les cadres qui s'obligent à occuper les sièges de devant au détriment des vrais militants parce qu'ils veulent se montrer. Pour dire non, nous sommes du camp qui est en train de faire de tenir meeting aujourd'hui, alors bien qu'ils ont été d'un autre camp. L'autre catégorie de personnes qui participent à ces meetings, vous avez les militants ordinaires. Et ils y viennent pourquoi?
vous n'avez pas ce que vous voulez dire, le contenu du message ne les intéresse pas. C'est les 1000 francs, les 2000 francs qu'on va partager à la fin comme déplacement. Les sandwichs, ils y viennent pour ça. Mais je vous en prie. Nous avons tout le temps travaillé à maintenir cette forme de commercialisation de la politique ou du militantisme dans l'esprit de nos populations et de nos concitoyens. Je trouve mal que ceux qui ont travaillé tout le temps à maintenir, à distribuer des sandwichs, de l'argent à la fin des meetings, veuillent nous donner des leçons aujourd'hui. Mais une fois encore, pour lever toute polémique, je vous le dis, la caution 250 millions, 200 millions me paraît trop élevée. Je ne souhaite pas qu'on fasse polémique sur on a fini avec déjà cet angle-là, mais les dispositions qui concernent les anciens, ne pensez-vous pas qu'elles sont trop sévères? Pourquoi ne pas laisser la possibilité aux concernés de choisir une fois élus, de bénéficier entre les avantages que la loi en l'état actuel, monsieur le journaliste, les oblige à concentrer les deux. Vous voyez un peu. Mais de la nouvelle mouture qui a été validée par la commission des lois, qui sera bientôt en plénière, et qui sera validée par si possible par les députés de l'Assemblée nationale, ne leur offre pas cette possibilité. C'est du moment où un ancien président de la République dépose sa candidature pour participer aux élections législatives d'office, il perd ses avantages. Oui, mais c'est lui qui a choisi. Pourquoi ne pas lui laisser la possibilité, une fois élu député, de choisir entre les avantages d'un député et les avantages de lui qui a ses avantages par le passé déjà, il continue de conduire ces avantages-là pour être contre des citoyens comme Donclam, qui n'ont eu aucun avantage par le passé. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La proposition, là maintenant, il est question de leur demander, si vous devenez député, et que vous allez cumuler vos émoluments de député et les avantages qu'on vous a accordés en tant qu'ancien président pour les bons et loyaux services rendus à la nation, il est question de faire un choix, tout simplement. Mais c'est parce que le nouveau code électoral dit. Le nouveau code électoral ne leur demande pas de faire un choix. Non, je dis, il est question de faire un choix. Si je vais finir s'il vous plaît. Bien sûr. Si je veux être candidat pour les élections législatives, je renonce à mes avantages d'ancien président et je suis candidat. Le code ne dit pas ça. Non, vous voyez, quand on parle, en fait, c'est ce qui dérange. Quand on parle d'avantages, on parle encore d'intérêts bassement matériels. C'est ça le problème. La politique ne peut pas être liée simplement qu'aux avantages. Et parlons justement d'avantages. De quels avantages parlez-vous? Quels avantages les anciens présidents ont? Est-ce que vous savez au moins quels avantages ils ont? Vous pensez que c'est ça qui va être déterminant dans leur engagement politique pour être député? Non, pas du tout. Ce ne sont pas avec ces avantages-là qu'ils vont financer leur élection en tant que député. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que réduire les questions politiques aux questions d'avantages, pour moi, c'est bassement matériel et ça ne devrait pas être des éléments entrant en ligne de compte pour postuler à des responsabilités au niveau de l'Assemblée et même à d'autres niveaux. Quand vous parlez des corps de métier, les militaires ne font pas la politique normalement. Mais les anciens chefs d'État, ce sont des acteurs politiques. Pourquoi voulez-vous qu'on mélange dans une disposition les militaires, les anciens présidents d'institutions et les anciens présidents de la République? Les anciens présidents de la République sont des acteurs politiques. Et donc on ne peut pas leur interdire en tant qu'acteurs politiques d'avoir d'autres aspirations politiques. On ne peut pas, dans ce code, leur interdire d'être candidats aux élections législatives. On ne leur pas interdit d'être quand on leur dit avant, mais c'est une interdiction. Soit c'est une interdiction. Lorsque vous dites, d'accord, avant d'être candidat aux élections législatives, vous devez renoncer à votre statut. Ce n'est même pas, il parle de démission, on dit renoncer au statut. Mais on ne peut pas renoncer à un statut d'ancien président. Vous êtes ancien président, vous l'êtes à vie, c'est un statut à vie. D'accord? Donc on vous demande de renoncer à votre statut, de renoncer aux avantages liés avant d'être candidat. Or, je vous ai dit simplement que le mieux, si c'est des économies qu'on veut faire, le mieux aurait été de laisser les gens aller et de leur faire un choix une fois élu. Une fois élu. Parce que si vous renoncez à vos avantages, que vous y allez, que vous n'êtes pas élu, est-ce que vous retrouvez vos avantages? Le code n'a pas réglé cette question. Le code n'a pas réglé cette question. C'est pour ça que nous pensons que cette disposition est dirigée vers des personnes précises. Parce que nous n'avons pas 3 anciens présidents de la République actuellement au Bénin.
Donc on peut régler ce problème très rapidement. Alors je souhaite simplement, et ça c'est ce que nous souhaitons, que lorsque les débats vont se faire en plénière, que les députés sachent raison garder pour ne pas voter ce code-là en l'état. Parce que dans tous les cas de figure, non seulement ça exclut des gens, mais en même temps ce n'est pas bien pour l'image de notre pays. Vous avez vu la dernière sortie de Social Watch, les gens ont dit clairement ce qu'il en était. Social Watch a dit clairement ce qu'il en était. Et donc, l'argent, c'est ça le véritable débat. L'argent en politique. L'argent en politique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer à dire que parce que vous avez 200 millions pour payer une liste, eh bien vous pouvez aller aux élections. Mais ce qui va se passer après, personne ne sait. C'est le règne de la corruption. Celui qui a dépensé 200 millions pour une liste ou 250 millions pour être président de la République, on ne lui ferait aucun reproche de bain si, de par sa position, il engrange les moyens de l'État pour continuer à vivre et à subvenir aux besoins de sa famille et de ses propres besoins. Donc l'argent, c'est le vrai problème. C'est la place de l'argent en politique. Nous aurions souhaité que lorsqu'on a pu faire la réforme du système partisan, qu'on fasse l'apologie d'une vision politique, l'apologie d'une idéologie politique, l'apologie d'un programme de société clairement, et que l'argent ne soit pas le déterminant. Et ça, c'est très important parce que il faut toujours faire des comparaisons. D'accord? Les grandes démocraties que nous copions jusque-là, que nous avons copiées, que nous continuons de copier, n'ont jamais parlé de caution pour aller à l'élection. Vous avez bien fait de faire remarquer que notre pays seul, eh bien, ça fait plus de la moitié de la totalité de l'ensemble des cautions des pays de l'UEMOA pour aller aux élections. Et vous pensez qu'on peut être fier de ça? Vous pensez qu'en tant que jeune, on peut venir sur un plateau de télévision pour défendre ce genre d'ineptie? Moi, je ne comprends pas ça. La plénière, c'est pour bientôt, Ghislain Gadegbe, surtout sur la question des dispositions qui concernent les anciens chefs d'État. Ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire, lors des amendements, qu'on essaie de donner d'autres possibilités à ces anciens chefs d'État? Voilà, s'ils déposent leur candidature pour les élections législatives, s'ils y vont et s'ils échouent, la loi ne dit pas clairement qu'ils pourraient retrouver leur ancienne stature. N'est-il pas nécessaire de préciser noir sur blanc, c'est pas à ce niveau de la loi? Alors, Monsieur Bernotin, je vous remercie pour cette observation. Je pense, pour ma part, qu'en la matière, heureusement que ce n'est que le travail de la commission des lois qui nous est présenté. La plénière va se réunir, mais là-dessus, pour ce qui est des dispositions concernant les anciens présidents, pour ce que j'en ai retenu, il ne s'agit que de ne pas permettre à des Béninois comme nous tous de cumuler des avantages qu'on peut consacrer à d'autres couches de la population et qui seraient plus vulnérables que ces personnes-là. Vous voyez un peu? Donc sur cette disposition, moi je me sens tout à fait à l'aise. Mais quand on parle de caution, on crie, on trouve que c'est trop élevé sur quelque chose que moi-même je dénonce. Je pense qu'on peut avancer par rapport à ce débat. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, je crois autour de 2011, si ma mémoire est bonne, on a fait passer la caution de 5 millions à 15 millions. Je pense. On me dirait peut-être que c'est raisonnable, c'est pourquoi il n'y a pas eu de levée de bouclier. Je souhaite que, comme vous l'avez dit, qu'en plénière, les députés puissent trouver un montant, je crois, raisonnable pour nous permettre quand même, il y a mon vis-à-vis, il a cité d'autres éléments qu'on peut utiliser pour réduire les candidatures fantaisistes. Mais vous savez le pays dans lequel nous sommes. Pour moi, faire augmenter la caution, non pas de 15 millions à 250 millions, mais l'augmenter quand même permettra de discipliner nos partis politiques. Je vous donne un exemple. Quand vous demandez à un Béninois aujourd'hui, il est de quel parti politique, même s'il n'est jamais allé à une réunion, même s'il n'a jamais une carte d'un parti politique sur lui, il vous le dit tout de suite, oui, moi je suis de tel parti. Et si vous ne savez pas faire, il est capable de vous citer 2 ou 3 partis. Vous voyez un peu. Donc, à travailler au niveau des partis pour que la formation
se fasse. Dès que tu t'engages dans un parti politique, que tu sois sûr que tu as l'obligation de cotiser pour faire vivre ce parti et pour aller aux élections, je pense que ça pourrait nous discipliner un tout petit peu. Mais je ne voudrais pas participer à cette polémique de 200 millions ou de 250 millions. On va poursuivre le débat pour parler de cette disposition qui fait obligation aux listes en compétition pour les législatives d'avoir, je crois, 15% du suffrage exprimé pour pouvoir valider, en tout cas pour valider l'élection de le député. Est-ce que, selon vous, donc là, Abalo, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'USL, est-ce que cette disposition ne constitue-t-elle pas un déni pour notre démocratie et tromperait en tout cas le choix des électeurs? Parce que lorsqu'on regarde un peu la façon dont les élections législatives s'organisent en République du Bénin, dans chaque localité, les populations ont leur leader. Et lorsqu'elles vont exprimer leur vote à l'endroit de X ou Y qui est sur une liste et que cette liste-là n'arrivera pas à réunir les 15% pour le moment qui est contenu dans la nouvelle mouture, il ne sera pas élu, d'où en tout cas il y aura des frustrations à la base. Vous avez fait tout le débat à ma place. Cher ami, vous avez dit ce qui est réel. D'abord, je tiens à dire une chose précise. Un code électoral, c'est une loi, n'est-ce pas? Une loi ne peut pas venir remettre en cause des dispositions de la Constitution. Notre Constitution a dit clairement qu'au Bénin, c'est le multipartisme intégral. Intégral. Tant qu'on n'a pas révisé la Constitution dans le sens, n'est-ce pas, de limiter les partis politiques, il n'est pas du droit de permettre à ce qu'un code, une loi, puisse limiter le nombre de partis politiques. Mais avec ce que nous sommes en train d'observer, c'est que le code électoral est en train d'aller dans une limitation des formations politiques. Et ça, c'est une chose que nous dénonçons. Deuxième chose, les élections législatives ne sont pas des élections nationales. Puisque dans le code, ça a été dit clairement que les élections se font dans des circonscriptions électorales. Et donc, vous allez vous faire élire dans votre circonscription électorale pour représenter votre circonscription au niveau national. Je ne sais pas d'où ça vient que on exige 15% de la liste pour avoir des sièges, pour enlever des sièges. En attendant les amendements en plénière. Oui, en attendant les amendements en plénière. C'est pour ça que je dis, encore une fois, on a pris une loi dans un contexte précis. Ça n'a pas été impersonnel. Ça répond à une conjoncture précise. La conjoncture que les listes probables de la mouvance présidentielle pensent pouvoir empêcher qu'en face, qu'il y ait des gens qui répondent. Et je dois vous dire que même dans la mouvance présidentielle, il y a des partis politiques qui ne devraient pas être d'accord avec cette disposition parce qu'il y en a qui n'ont eu leurs députés jusque-là que dans une circonscription électorale précise. Je ne veux pas donner de nom de partis politiques, suivez juste mon regard. Vous constaterez simplement que même en leur propre sein, ce genre de disposition pourrait poser problème. D'accord ? Je pense que c'est un changement qui n'avance pas. C'est un changement qui n'amène rien de nouveau dans la vie démocratique de notre pays. C'est pour ça que la question du début revient. Quel est le diagnostic qui a été fait pour qu'on décide aujourd'hui de toucher au code électoral dans le sens que nous sommes en train de voir là? Aucun diagnostic, rien. On a juste envie de continuer à maintenir des acquis. Il y a certains qui veulent continuer à aller à l'Assemblée nationale, il y a certains qui veulent profiter de la position actuelle de la mouvance présidentielle, sachant qu'il y a des moyens qui sont disponibles pour financer les listes, pour financer les campagnes. Donc il y en a qui veulent profiter de cette ambiance-là pour pouvoir rester à l'Assemblée nationale, pour pouvoir empêcher certains d'y aller, c'est tout. Sinon, sur la disposition de 15%, moi je ne vois pas la pertinence. Je ne sais pas si mon ami Ghislain en voit vraiment une. Je veux parler de pertinence. Il est là pour en répondre. Votre avis sur la question? Oui, vous me permettrez. Je ne souhaite pas que M. Donclam continue de faire cette confusion entre le code électoral et ce qu'on a appelé la loi qui a été votée, la charte des partis politiques. C'est deux choses distinctes. Et quand vous allez chercher la charte des partis politiques, quand on dit un homme ou un parti politique, ensemble de personnes, ils doivent avoir une vision claire de ce qu'il y a à faire. Et pour le développement de notre pays, je pense que le code électoral dit les conditions dans lesquelles il faut aller aux élections. Oui, la confusion à votre niveau, c'est que vous l'aviez dit tantôt, ne l'oubliez pas. Qu'il est question que le code électoral ne situe pas la vision que le candidat doit avoir, mais ne parle que de l'argent. Je veux restituer. Vous me permettez de finir, s'il vous plaît. Alors,
il ne faut pas, quand on vient à un débat, on ne vient pas à un débat que pour gagner. Heureusement que nous constatons qu'il n'y a pas que la caution et des personnes qui sont visées dans le code électoral qui a été proposé au niveau de la commission des lois et un amendement au niveau du Parlement. Il y a d'autres dispositions. Votre avis sur la question du pourcentage? Oui, j'en venais. Vous voyez, le président de la République actuel, Patrice Talon, il a été élu sur la base d'un programme. Alors, avant la rédaction de ce programme, le diagnostic clair que réclame mon ami tantôt, non pas sur le code électoral, mais au moins en son temps, il était question que, et nous sommes tous d'avis, il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui puisse me dire que le nombre de partis politiques que nous avons au Bénin ne soit pas trop nombreux. Alors, de ce fait, il a proposé que les partis puissent se regrouper pour donner une idée claire, parce que vous avez des partis qui, depuis qu'ils ont été créés, n'ont jamais participé à une élection, alors que un parti politique naît pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. On n'est même pas candidat. Alors, je voudrais que nous regardons les choses de façon concrète. Dans sa proposition, il disait qu'il faut limiter le nombre de partis politiques. De façon opérationnelle, comment on peut limiter ce nombre de partis politiques? Une fois encore, à part l'accès au financement, il y a des dispositions. Les députés sont des députés de la nation, on l'a toujours dit. Il n'y a aucun député qui soit député de telle ou telle circonscription. Dans les tests, en tout cas, même si ce canton a allé battre campagne ou a allé travailler dans leurs zones respectives, cette affaire de 15%, c'est pour que le parti naît à Porte-Novo, il grandit à Porte-Novo, il l'a fustigé tout à l'heure, il a un député à Porte-Novo ou à Semer, et ça s'arrête là. Pour éviter ce cas de figure, la proposition qui est faite et qui n'est pas encore, qui doit être amendée, est que l'on constate que vous avez des députés sur toute l'étendue du territoire national. En réalité, quand je dis toutes, pas dans chacun des villages du pays, pas chacun des arrondissements ou même des communes. On n'en a que 77. Mais tout au moins que ce parti ou cette liste soit représentée presque sur toute l'étendue du territoire national. C'est la raison qui pousse à parler des 15%, parce que ces 15%, vous ne l'obtiendrez jamais à Sémé seulement, à Cotonou seulement ou à Porte-Novo seulement. C'est l'idée qui est derrière. La Constitution a quand même été claire. Lorsque les forces vives de la nation se sont réunies au cours de la conférence nationale, le choix était clair, c'est le multipartisme intégral. Est-ce que vous pensez que le multipartisme intégral veut dire 200 partis politiques pour 10 millions d'habitants? À qui cela a créé du mal depuis qu'on a commencé par expérimenter cela? La multiplicité des partis n'a créé de problème à personne depuis que nous avons commencé par expérimenter la démocratie. La multiplicité des partis politiques, là où ça pose problème, vous n'avez pas idée des difficultés qui sont celles de la Sénat à organiser une élection législative où nous avons 200 listes. Voyez-vous, ça a toujours été dénoncé, qu'on me dise qu'il n'y a aucune difficulté qui puisse militer dans le sens de la limitation du nombre de partis politiques. En tout cas, moi je ne lis pas les choses dans ce sens-là. Voyez un peu. Donc, il est question de limiter le nombre de partis politiques. Mais je voudrais vous donner acte de ceci. Aucun parti politique, s'il ne remplit les conditions de 15%, ne va disparaître. Voyez un peu. Ne va disparaître. Vous n'aurez pas de député, peut-être, vous n'aurez pas accès au financement, mais si l'USL, par mégarde, n'arrivait pas à obtenir les 15%, l'USL va toujours exister. Je voudrais rassurer mon cher ami. Le taux ne suffit pas d'exister, d'accord. Le taux ne suffit pas d'exister. Il faut animer la vie politique, d'accord. Et quand on va aux élections, c'est pour avoir des députés, d'accord. Rassurez-vous par rapport à ça. Mais ce qui est quand même important de dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous parlez de la Constitution et tout le reste du multipartisme intégral, si vous n'êtes pas d'accord, révisez la Constitution.
On a simplement le sentiment que les échecs successifs dans la volonté de réviser la Constitution amènent le régime et ses députés à aller de façon parcellaire à travers des lois sur la modification non dite de la Constitution. Et c'est ça que nous dénonçons. Lorsque vous parlez des partis politiques, on n'a qu'à commencer d'abord par respecter les textes qui existent. Et les textes qui existent disent simplement que quand vous êtes parti et que vous ne participez pas à un certain nombre d'élections durant un temps donné, vous disparaissez. Donc, qu'on fasse d'abord le nettoyage pour voir les partis politiques qui n'ont jamais participé à des élections, eh bien, qu'on puisse faire le nettoyage et les faire disparaître de la liste des partis politiques. Ce travail préliminaire n'a pas été fait. Et donc, vous trouvez comme argument qu'on ne participe pas aux élections, donc on n'est pas un parti et tout le reste, et qu'il ne faut pas avoir forcément les 15% pour bénéficier du financement des partis politiques ou pour... Non, nous pensons que tout ce qui existe comme parti politique doivent pouvoir se battre pour se faire représenter à l'Assemblée. C'est le sens du combat. Mais on ne peut pas, dans un code électoral, dans une loi, encore une fois, empêcher des gens d'aller à la compétition. Pour nous, c'est ça le plus important, qu'on libéralise le secteur pour tout le monde. Qu'on dise, vous pouvez aller aux élections, d'accord, mais les conditions ne doivent pas être liées à l'argent. C'est ça le sens du débat que nous faisons. Et l'argent, encore une fois, vous l'avez dit, et ça je vous remercie de l'avoir dit, cette condition-là, elle doit être enlevée fondamentalement. Moi, je souhaiterais même que, si on devait améliorer le code électoral, comme vous dites, que plutôt que de maintenir les 15 millions, qu'on dise qu'il n'y a pas de caution. C'est comme ça qu'on améliore les choses. Mais on ne va pas aggraver les situations pour dire que oui, on veut améliorer un code électoral. Ce débat, nous l'avons peut-être déjà élagué, et on est d'accord sur ça. Mais sur les 15%, vous avez compris exactement quelle est la logique. Et nous continuons de dire que ce genre de disposition reste discriminatoire. Nous avons des circonscriptions électorales. Même si on dit que les députés sont des élus de la nation, eh bien, ils sont élus dans des circonscriptions, clairement. Et une fois à l'Assemblée nationale, eh bien, ils travaillent pour la nation. Mais en quoi ça gêne le régime actuel? En quoi ça gêne les députés que les circonscriptions électorales, nous en avons 24 qui sont déjà là, que les gens aillent dans leur circonscription et qu'ils soient élus et qu'ils soient à l'Assemblée nationale? Ça s'est toujours passé comme ça depuis 90. Pourquoi c'est maintenant que ça gêne? Pourquoi est-ce qu'on met une clause aujourd'hui pour dire qu'il faut avoir 15% sur le plan national? À quoi cela correspond? Ça répond à quelle logique? Nous demandons à être convaincus. Et tant que nous ne sommes pas convaincus, nous continuons à marteler que ça, c'est des clauses d'exclusion. Et ce n'est pas bien pour un système démocratique qui va grandissant. Nous voulons construire une nation. Et nous ne pouvons pas construire une nation avec des dispositions comme ce qu'on a dans le code électoral. C'est pour ça que, encore une fois, nous voudrons quand même appeler les députés, n'est-ce pas, à savoir raison garder par rapport à ce genre de choses. Parce que, première chose, même mon ami Ghislain qui est là, il est jeune, n'est-ce pas? Et puis, ces genres de dispositions n'arrangent pas les jeunes, ni les femmes que les mêmes députés ont voulu promouvoir dans la tentative de modification antérieure de la Constitution. Et donc, ce genre de disposition ne peut arranger que ceux qui sont déjà à l'Assemblée nationale et qui ont un certain âge, ceux qui ont de l'argent. C'est cela que nous voulons? Je pense que, en tout cas, chez nous, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons que la compétition puisse être ouverte à tout le monde, sans exclusion. Voilà. On revient, oui, allez si vous voulez. Monsieur Bernotin, ouais. Je voudrais rappeler à mon vis-à-vis, et je le dis et j'insiste. Dans sa dernière réponse, il tentait de nous dire que le code actuel demande à ce qu'on fasse le nettoyage. S'il y a des partis politiques, d'accord, qui n'ont jamais eu à avoir des députés ou à gagner l'élection présidentielle. À participer, j'ai dit. Même participer. Vous devez présenter des candidats. Si vous ne le faites pas, à un certain nombre d'élections, vous disparaissez. Qu'on fasse ce nettoyage-là? Oui. On l'a même pas fait. Vous le dites. Je voudrais bien vous croire. Moi, je n'ai pas les dispositions. Si vous nous citez la disposition. Sinon, à ce que je sache, c'est vrai, et c'est là où j'en appelle à nos députés. Vous voyez, quand vous voulez proposer des lois, surtout à un niveau donné, tout le monde n'est pas député. Je suis d'accord et je leur donne acte de cela. Mais il faut qu'on puisse pouvoir avoir accès aux documents et qu'on puisse faire des propositions sans être des députés qui puissent aider nos honorables députés à l'Assemblée nationale à faire, en plénière, à faire les amendements nécessaires, qu'on puisse avoir un bon document. Ça, c'est un appel que, entre parenthèses, je voudrais lancer aux députés. Mais la charte des partis politiques, je parle de confusion actuelle,
nous dit que s'il y a des partis politiques qui sont là et qui refusent, la charte elle est là, on peut la consulter puisqu'elle est votée déjà, qui ne participent pas aux élections, qu'il est question de faire le nettoyage. Je ne suis pas sûr que ça soit l'ancien code électoral qui nous rappelle cela. Non. Ceci dit, je pense qu'il faut travailler à avancer. Quand vous dites dans un pays comme le nôtre qu'il est question de ne même pas déposer de caution pour aller aux élections, je pense que vous allez donner du travail. Et inutilement du travail à la Sénat. Dès que cette condition sera fixée, je suis sûr que mon ami Danklam serait candidat. Non, pas du tout. Peut-être je vais finir. Peut-être que je vais... Vous aurez la parole, s'il vous plaît. C'est important, sur ça. Non, je veux finir. Non, bon, allez-y. Oui, s'il vous plaît. Alors, si tous les Béninois devraient être candidats, imaginez cette hypothèse. Si tous les Béninois de plus de 18 ans, en tout cas remplissant les conditions, devraient être candidats, il faut des critères limitatifs. Et pour moi, entre autres, pas énormément d'argent, pas 250 millions, pas 200 millions, mais de l'argent quand même pour pouvoir décourager, je vous dis décourager, cette forme de candidature fantaisiste. On y va, sachant qu'on ne gagnera pas, on donne du travail inutile à la Sénat et in fine, on ne se retrouve pas dedans et on n'est même pas validé au vu de la réglementation qui est en place. Donc je propose toujours, qu'en voulant augmenter le montant de la caution, que nos honorables députés réfléchissent à trouver le juste montant, mais à vouloir ne pas fixer du tout de caution, j'imagine dans quelles conditions on va se retrouver demain. Donc là, vous voulez réagir? Non, vous ne restituez pas exactement mes propos, et je tenais à le relever très rapidement. Je n'ai pas, dans mes propos, limité la candidature à la seule caution. Vous parlez comme si c'était la caution seule qui était la condition, et que s'il n'y a pas de caution, tout le monde va y aller. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je vous ai donné des exemples d'autres méthodes, d'autres mesures qu'on peut prendre en dehors de la caution. D'accord? On peut dire qu'il faut peut-être avoir 100, je ne sais pas, nous avons 77 communes qui pourraient avoir peut-être 50 maires qui soient avec vous, que vous devez avoir peut-être 5 ou 10 députés à l'Assemblée nationale, mais tout le monde ne peut pas l'avoir. Ce sont des mesures qui peuvent arranger le débat démocratique. Mais ce qui dérange ici, c'est l'argent. Donc, moi, je n'ai pas limité la possibilité à aller vers des candidatures par l'argent seulement. Donc, vous limitez à la caution? Non, c'est pas ça. La caution, elle peut disparaître. Et je crois que dans un État démocratique, elle doit disparaître, la caution. Ça ne peut pas être un élément pour être candidat. Maintenant, il y a d'autres éléments politiques. Si vous voulez que ce soit forcément des acteurs politiques qui soient candidats à ce genre d'élection, eh bien, il y a des possibilités. Encore une fois, comme je vous ai dit, nous sommes en démocratie, nous avons les mairies, nous avons les élus locaux, nous avons les députés. Et il faut que le candidat soit porté par une classe politique. On peut faire ce débat et nous, on peut soutenir ce genre de débat. Mais quand vous mettez l'argent devant, on ne peut pas soutenir. Donc je voulais quand même restituer ça. C'est très important de le dire pour que vous ne donniez pas l'impression que nous disons qu'on peut aller sans caution. On l'avait jamais dit auparavant. Sur la question de la redéfinition des frais de campagne, la nouvelle mouture du code électoral était quand même claire au niveau de ces dispositions. 15 milliards pour 15 milliards pour les candidats aux élections présidentielles et 1,5 milliard pour les candidats à la députation. Ces montants ne favorisent-ils pas l'achat de conscience alors que le candidat Patrice Talon, aujourd'hui président de la République, avait dit qu'il était important de bannir l'argent des habitudes, en tout cas des Béninois pendant les élections. Ma question s'adresse à vous, Justin Gadegui. Non, vous voyez les montants qu'il faut dépenser pour gérer la campagne électorale, aussi bien des présidentielles que des élections législatives. Si ce montant est vrai, rappelez-vous, les fois passées, on n'a pas manqué d'avoir affaire à une sorte de débauche d'argent. Ceux qui ont distribué des radios, des télévisions, des montres par-ci, par-là. Enfin, je veux parler des gadgets. Quand vous les prenez à l'unité, le nombre qui a été distribué dans ce pays, on peut l'imaginer, faire le calcul et dire le montant auquel on devrait faire face. Pour moi, il est quand même question
d'augmenter à ce niveau les frais de campagne. Parce que généralement, dès que la campagne est terminée, vous voyez les candidats qui tombent sous le coup de la loi parce qu'il y a vous avez la Chambre des comptes de la Cour suprême qui commence par fouiller, qui prend tout le temps qu'il faut fouiller et le montant, je crois, qui est précisé aujourd'hui, je ne l'ai plus exactement, mais c'est tellement réduit que tout le monde est d'accord que le coût de la vie aujourd'hui, hier, si on pouvait fabriquer, imprimer les logos ou tout ce qu'il faut pour aller aux élections à un montant donné, le montant a changé et augmenté ces frais-là. Pour moi, j'espère que mon vis-à-vis ne me dira pas que c'est comme la caution et qu'il faut forcément la faire disparaître. Donc, à mon avis, je pense qu'en augmentant, c'est que les candidats qui habituellement dépensent plus que ça, mais cachent ça à la face du monde, seront à l'aise pour faire leur campagne tout en respectant le nouveau montant qui serait fixé. C'est mon avis. Ces montants viennent régler quel problème selon vous, donc là, Mavalo? C'est le gros problème. Je ne sais pas si on peut me donner le nom aujourd'hui, depuis que nous avons commencé l'expérience démocratique, le nom d'un candidat épinglé par la Cour des comptes pour avoir excédé son montant de campagne. Je ne sais pas si vous avez... Ma mémoire ne me ramène à aucun nom, d'accord? C'est pour vous dire que si c'est pour la déclaration à la Cour des comptes, les candidats ont toujours eu leur compte et ils n'ont jamais officiellement dépassé les montants. Donc je ne sais pas quel problème on règle en augmentant à 15 milliards les dépenses pour une élection présidentielle. Oui, je ne sais pas quel problème on règle. Dites-nous quel problème on règle. Parce que je trouve curieux quand même que vous ne soyez pas d'accord qu'on mette la caution à 250 millions et que paradoxalement vous soyez d'accord qu'on monte les frais de campagne jusqu'à 15 milliards. D'accord? S'il faut faire des efforts sur la caution, il faut également faire des efforts sur les frais de campagne. Ce qui peut déranger ici, c'est ce règne des milliards. C'est-à-dire que vous voulez être député, donc vous pouvez dépenser jusqu'à 5 milliards, votre liste peut dépasser jusqu'à 5 milliards pour se faire élire. Non, on a vu dans cette Afrique-là, et ça c'est une actualité récente, un jeune étudiant qui a pu se faire élire député en faisant sa campagne à pied, n'est-ce pas? On l'a vu. Il a dépensé combien pour le faire? Donc nous ne sommes pas d'accord pour que l'argent, encore une fois, soit le déterminant. Il faut faire prévaloir les idées. Il faut faire prévaloir, n'est-ce pas, ce qu'on veut aller faire à l'Assemblée. Et nos populations devraient pouvoir comprendre que un député vote des lois et contrôle l'action gouvernementale. Donc pour ça, il faut faire autrement les choses pour que l'argent ne soit pas, franchement, la chose la plus importante. On a le sentiment, avec ce code électoral, que l'argent est célébré, que ceux qui ont l'argent peuvent aspirer à des fonctions comme députés. L'USL ne manque pas d'argent. Non, pourquoi vous parlez de l'USL? Vous manquez d'argent? Est-ce que vous manquez d'argent? Vous avez soutenu un candidat qui est président. Oui. Vous savez combien de milliards il a dépensé? Vous savez combien de milliards Talon a dépensé? Non, mais c'est vous qui m'interpellez. Vous pensez que le président Talon a dépensé moins de 15 milliards pour être élu président? Je ne sais pas. Vous pouvez poser la question à la Cour des comptes. Soyez un peu, vous êtes de Alternative Citoyenne. Oui. D'accord? Donc soyons, si vous voulez qu'on fasse un débat franc et sincère, on le fait. Qui régule ces montants-là, où on va faire la déclaration. Non, ça n'a épinglé ni... c'est ce que je dis. Non, c'est là où je voudrais l'aider. Ni le candidat Patrice Talon, actuel président de la République. Non, l'instance n'a jamais épinglé ni Patrice Talon, ni Sébastien Ajavon, pour être clair. Mais l'instance... Le problème qui se pose, c'est que l'instance en question, les déclarations ne sont pas faites à temps. Au moment où il faut aller faire le point de ce qui est dépensé pour la campagne, je connais des partis politiques, je ne voudrais pas citer leur nom ici, qui ont été épinglés pour ne pas pouvoir faire cette déclaration à temps et au-delà même de le faire à temps, n'arrivent jamais à le faire et ils sont frappés par le coup de la loi. Il y en a qui existent et je peux vous en citer. Qui a été frappé? Je vous en prie. Non, dites-nous, puisqu'il y en a. Mais dites-nous. Non, je vous en prie. C'est tout le problème. Je vous en prie. Je ne suis pas ici pour aller dire que tel parti se comporte. On va pas les citer. On va pas les citer de l'USL. Qui se comporte mal? Je dis vous ne manquez pas de moyens. Non, vous avez dit que par rapport à tel candidat, on sait combien de milliards ont été dépensés, vous l'avez dit. Ça rejoint le fait que vous ne manquez pas de moyens, monsieur Donclam.
n'ayez pas une vue de l'esprit. Oui. Lorsque vous êtes parti politique et que vous aspirez à des fonctions, vous devez pouvoir vous donner les moyens d'accéder à ces fonctions-là. Quand je dis les moyens, je ne parle pas forcément des moyens financiers. Alors si nous, on a les moyens, comme vous le dites bien, vous ne voyez pas moi ici venir attaquer le fait qu'on mette l'argent devant. D'accord? Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas le problème spécifique de l'USL. C'est le problème de toute la classe politique. Vous avez dit dans la presse il y a quelques jours que même si... non, c'est une interprétation. C'est une interprétation. Qui a interprété qui? En fait, c'est pour ça que je dis, vous me donnez l'occasion de le dire encore une fois devant vos téléspectateurs. C'est vrai, nous sommes en politique et il y a une parole politique. Lorsque vous avez en face de vous des acteurs qui cherchent, n'est-ce pas, la petite bête et à lui donner beaucoup plus d'élan, c'est ce qui s'est passé là, se passe. Ce que j'ai voulu dire simplement, et ça je crois que pour une fois ça va être clair, nous sommes un parti politique et nous allons participer aux élections. Nous sommes un parti politique et nous allons participer aux élections. Nous dénonçons le fait et nous combattons le fait qu'on mette autant d'argent devant. Et nous appelons tous les acteurs politiques, n'est-ce pas, à combattre cela. Mais si c'est pour les décourager, il ne faudrait pas qu'ils se laissent décourager. Nous n'allons pas nous laisser décourager. C'est tout le sens de mon intervention. Mais bon, comme vous savez très bien que nous sommes dans un environnement qui amène les uns les autres à faire leur interprétation, certains ont fait l'interprétation qui les arrangeait. Ce n'était pas mon propos. Ça, c'est très clair pour moi. Alors ici, je parle pour toute la classe politique. Ça n'arrange personne qu'on mette l'argent devant. Ça n'arrange même pas les gens de la mouvance présidentielle, puisque eux-mêmes, ils ont dénoncé ça. Donc, 15 millions ou 15 milliards pour financer la campagne ou 5 milliards pour financer la campagne pour les législatives ou pour les présidentielles, ce ne sont pas des choses qui sont bonnes à entendre dans un système démocratique. Laissez ouvrir la compétition, laissez les gens aller à la compétition. 5 milliards pour les législatives puis 15 milliards pour les présidentielles. Ghislain Guédégbé, on va s'intéresser, si vous n'avez rien à dire sur ce sujet, on va s'intéresser à la question du quitus fiscal. Pendant qu'on y est, allons-y, parce que je voulais vous reprocher de cristalliser l'attention sur la caution, de ne pas avancer sur le débat, alors que nous avons un code qui a... L'attention n'est pas du tout cristallisée sur la question de l'argent. Il se fait que, au niveau des cautions, le montant, en tout cas, ça a alimenté les débats au niveau de l'opinion publique. Au niveau, par exemple, de la redéfinition des... Monsieur Abalo n'a parlé que de l'argent. C'est également l'argent. Après qu'il ait parlé d'autres choses. Dans un code qui contient beaucoup de dispositions. Nous suivons le journaliste. Je m'excuse, allons-y. On va aborder les autres dispositions. Je vous demande maintenant votre avis sur la question du quitus fiscal. Oui. Alors, le quitus fiscal, pour moi, l'interprétation, elle est simple. Soyez en règle vis-à-vis de la fiscalité de notre pays pour prétendre nous diriger. Soyez l'exemple qu'il faut pour prétendre nous diriger. J'espère qu'il n'y aura pas de polémique autour de ça là aussi. Si vous ne pouvez pas être un exemple pour nous diriger, alors là, c'est difficile. Ce que je ne comprends pas, quitus fiscal, c'est que si vous exercez une activité qui nécessite que vous payiez des impôts, que vous payez ces impôts comme il le faut. Mais l'autre volet, l'autre point que je voudrais aborder, contrairement à ce que peut croire mon vis-à-vis, c'est que ce ne soit pas un instrument qui soit utilisé contre Paul ou Pierre parce qu'on aurait déclaré qu'il ne serait pas en règle, heureusement pour nous. Quand on est en règle, il y a un document qui est signé et que l'administration nous permet de produire. Ce n'est pas plus que ça. Vous voyez un peu. Et dans l'ancienne loi, l'ancien code, il est demandé d'être en règle. Je ne sais pas si c'est parce que le mot quitus qui gêne, mais ce que je comprends par quitus fiscal, c'est d'être en règle vis-à-vis des impôts, de la fiscalité dans notre pays. Sur le principe d'être en règle vis-à-vis du fisc pour diriger un pays, tout le monde est d'accord. Sur le principe. Mais là où il y a un principe, il y a des exceptions. Le quitus fiscal, on peut le demander, ou on le demande, d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on veut que ce soit une exigence avant même de déposer la candidature? Parce qu'il y a un délai pour déposer la candidature. Qu'est-ce qui prouve? Ça permet quand même de ça peut être une pièce, ça peut être une pièce, n'est-ce pas, qui peut être utilisée après dans le contrôle ou dans l'étude des candidatures. Ça peut. Pourquoi je le dis? Parce que si on le demande avant le dépôt des dossiers, on peut ne pas l'avoir, même si on est en règle. Nous sommes dans une crise de confiance permanente. Même si on est en règle, l'administration peut ne pas, dans le délai avant de déposer votre candidature, vous délivrer cette pièce que vous appelez sésame. Je ne voudrais pas qu'on fasse un mélange. Vous voyez,
le code électoral est là. Les réformes que le président de la République actuelle et son équipe gouvernementale, ils sont en train de mettre en pratique, il ne faut pas faire de mélange. Voilà des gens qui disent que les recettes perception pouvaient délivrer un papier que leur responsable au niveau national peut délivrer aussi. On dit que ce responsable délivre ce papier, mais on dit non, il faut simplement que ça soit, on continue d'être dans la logique, que ça soit les recettes perception à tous les niveaux. Et ces recettes perception, vous le savez bien, dépendent de ce directeur-là. Vous savez ce qui s'est passé par le passé, il y a eu des jeux à ce niveau décentralisé. Vous voyez? Et ça appelle tout le temps à, quand l'information remonte et qu'on fait finalement le contrôle, il y a toujours des redressements qui sont adressés à X ou à Y. Et de ce fait, il a été question que pour que le quitus, c'est-à-dire le papier qui vous dit que, in fine, on a fait toutes les vérifications possibles, pas seulement au niveau décentralisé, mais au niveau national, que ça soit signé par le directeur général de la structure, on s'en offusque. Moi, je pense que ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi on veut penser que dans le délai, si la loi dit il y a des délais pour lesquels, des délais précis dans lesquels vous devrez payer vos impôts, il le sait très bien. Pourquoi aujourd'hui maintenant on va dire j'ai demandé à obtenir le quitus fiscal, on a pris le temps, on n'a pas. Même, je ne vous apprends rien, si vous payez vos impôts, vous avez ne serait-ce que des documents qui prouvent que vous avez au moins déjà versé l'argent en entendant qu'on ne vous délivre en tant qu'entreprise, même individuelle, l'attestation fiscale. Donc de ce fait, je trouve que c'est un mélange terrible qui est en train d'être fait et qu'on n'a pas le droit de le faire. Non. Au cas où celui qui a habilité à délivrer ce quitus fiscal serait, en tout cas pendant la période indisponible, et dans la foulée, le candidat qui décide d'aller déposer un dossier n'arrive pas à le faire justement en faute de ce document, qu'est-ce qui va se passer? Qui va le ménage sa monture? On n'est pas, vous savez, vous ne pouvez pas être candidat à une élection sérieuse, d'accord, pas candidature fantaisiste, et que vous soyez entouré d'une équipe qui ne vérifie pas si votre structure ou bien le travail que vous êtes habitué à le faire, s'ils sont astreints à des impôts qui ne vérifient pas, qui dans les délais ne vérifient pas, et c'est au dernier moment que vous voulez demander à obtenir ce quitus fiscal, vous vous laissez prendre à un jeu qui nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, on le dit. Pour moi, quand on est sérieux et quand on veut obtenir un document administratif et qu'on s'y prend à temps, on l'a. C'est un faux problème qu'on pose, à mon humble avis. Ce que vous dites là, oui. C'est dans un pays normal, où l'administration fonctionne normalement. J'ai l'impression que vous ne savez pas ce qu'est l'administration. Et le président de la République même, celui que vous défendez, a fait sa thèse, quand je dis sa thèse, a tenu des propos par rapport à l'administration qui est la nôtre. Donc ce que vous dites là, c'est dans une administration qui fonctionne normalement, où il n'y a pas des instructions ou des injonctions qui viennent à l'emporte-pièce. On peut être tranquille, comme vous le dites là. Mais quand on a une administration et quand par ailleurs on a fait des expériences avec l'administration qui est la nôtre, vous devez être aussi prévoyant que nous le sommes aujourd'hui. C'est très clair pour nous. Ce que vous dites, c'est l'idéal, d'accord? Mais ce n'est pas comme ça, et vous savez au fond de vous-même que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'administration publique. Vous savez très bien au fond de vous-même qu'il y a des délais qui ne sont pas respectés dans l'administration publique, vous le savez. Donc, ne pas le reconnaître aujourd'hui, je considère que vous faites de la politique, et ça, je vous le concède. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que moi, ou plutôt nous autres, par ici, nous ne faisons pas de différence entre les réformes que le gouvernement est en train de faire et certaines lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Tout est lié. Tout est lié. Nous pensons avec conviction et force que rien n'est fait au hasard.
Et ça, vous devez nous l'accorder. D'accord? Quand vous parlez de quitus fiscal, je vous ai dit, sur le principe, on n'a pas de problème. C'est tout à fait normal. Hein? Mais nous avons une administration qui doit délivrer le quitus fiscal. Et que nous avons des responsables de l'administration qui viennent parler de non-paiement d'impôts alors qu'ils ne sont pas fondés à le faire. Si quelqu'un ne paye pas les impôts, ils saisissent la justice qui prend acte et qui condamne un individu pour non-paiement d'impôts. C'est aussi clair que ça. C'est la justice qui se prononce sur ce genre de choses. Et ça, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça. Donc, quand on met le tout ensemble, on a simplement le sentiment, encore une fois je le dis, que des dispositions, au lieu que d'être conjoncturelles, sont plutôt contextuelles. C'est-à-dire qu'au lieu que les réformes ou les corrections qu'on fait soient des corrections dans le temps, on le fait juste pour une conjoncture précise, pour régler des questions précises. C'est ça qui est conjoncturel. Et c'est ça qui est un peu dommage dans la gouvernance actuelle. En tout état de cause, monsieur le journaliste, nous pensons que ce code électoral en l'état devrait être combattu par toutes les forces politiques intéressées par le pouvoir, intéressées ne sont pas par l'exercice du pouvoir, aussi bien au niveau législatif qu'au niveau présidentiel. On ne devrait pas laisser ce genre de documents prospérer dans une république comme la nôtre. Nous pensons que le faire, c'est un recul démocratique et nous devons dénoncer cela avec la dernière rigueur. Nous voulons que nous soyons entendus par nos députés, qu'ils sachent qu'on n'est pas d'accord, que la classe politique n'est pas d'accord, que le peuple n'est pas d'accord avec ce genre de dispositions. Voilà. Ghislain Gadegbe, comment faire pour inscrire cette réforme qui a déjà franchi là-bas, en tout cas l'étape de la commission des lois de l'Assemblée nationale, comment on l'inscrit dans une démarche inclusive pour éviter des problèmes conjoncturels par la suite? Non, écoutez, j'en ai appelé, je disais tantôt que les députés ou nos représentants au niveau national devraient nous permettre d'avoir les dispositions dans son entièreté, les propositions, je veux dire, dans son entièreté avec nous pour pouvoir faire toute la critique qu'il faut, le lobbying qu'il faut. Et déjà sur les questions à polémique, c'est-à-dire les sujets, les dispositions à polémique, vous avez écouté les critiques de Social Watch à travers sa coordonnatrice. J'espère tout au moins que vous aviez écouté ici mes critiques à moi. Vous partagez des points de vue sur un certain nombre de points, sur certains points. Que le montant est élevé, le montant est multiplié par 10, voire par 15, on peut rester dans la mesure. Et c'est à cela que j'appelle nos députés lors de l'amendement du document. Mais je voudrais, si il ne le prend pas mal une fois encore, donner un conseil à mon cher ami. Vous voyez, votre combat, je le trouve plus ou moins noble, mais ce combat a une manière d'être mené. Faites le lobbying possible pour approcher les députés pour qu'ils puissent vous aider. Maintenant, si aujourd'hui vous ne connaissez aucun député, vous ne connaissez le chemin pour trouver aucun député, pour discuter avec eux, leur montrer un peu, en tout cas moi j'en fais, en ce qui me concerne, même individuellement, si je peux rencontrer des députés pour leur dire la caution de 200 millions, moi, à mon niveau, ce n'est pas dans 10 ans que je vais obtenir 200 millions ou même 2 millions en tant que candidat individuel sur liste. Il est question que vous revoyez en restant dans une marge qu'il faut. Je pense que l'exercice sur les plateaux, sur les forums, ça ne suffit pas. Et ils s'y connaissent très bien, ils le font. Je voudrais... Ils en riment, mais ils le font. Votre vis-à-vis qui vous vient de faire une proposition. Je le remercie pour le conseil. Je le remercie pour le conseil qu'il donne. Mais en même temps, il connaît la réponse. Et je crois qu'il faut être un peu honnête. Vous pouvez faire le lobbying parce que vous avez une soixantaine de députés vers lesquels vous pouvez aller discuter comme vous voulez. Vous savez très bien comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à nous de vous l'enseigner. Donc quand vous dites lobbying par rapport à un bloc de la majorité présidentielle qui vote des lois à l'emporte-pièce sans même réfléchir, vous voulez à faire passer des révisions de la Constitution, s'il vous plaît. Non, attention. Ah oui. Parce que vous savez faire le lobbying à ce niveau-là. Attention. Mais le lobbying, c'est avec nos 19 députés. Ici, c'est les lois ordinaires. C'est pas la même chose. Vous semblez oublier. Mais c'est ça. C'est pas vraiment honnête de votre part de le dire comme ça. Vous savez très bien. Non, mais je vous en prie, vous l'avez fait jusque-là. Vous l'avez fait jusque-là. Donc moi, je vous ai pas reproché ça. Oui, mais moi, je vous le reproche. J'ai dit, il faut être un peu honnête. Non, l'honnêteté n'est pas dans votre camp. Non, j'ai dit, il faut être un peu honnête. C'est impersonnel. J'ai dit, il faut être un peu honnête.
Ça s'adresse à vous aussi. Vous m'avez fait le reproche de vous couper, mais là, vous ne donnez pas du tout l'exemple. Je résume, il faut être un peu honnête. Il faut être un peu honnête. Dans tous les camps. Oui, il faut être honnête pour voir que la procédure pour faire passer une loi ordinaire n'est pas la même que pour faire passer une révision de la Constitution. D'accord? Et donc, lui, il est avec 62 députés, il peut faire le lobbying, discuter avec eux comme il veut. C'est pas le cas chez nous. Parce que nous voyons que les députés du bloc pour la majorité présidentielle font passer ce que veut le président de la République, ce que veut la mouvance présidentielle. Non, parfois, c'est pas le président de la République qui fait des propositions. C'est les députés en leur sein qui font des propositions de loi et qui les soumettent en plénière. Vous n'avez jamais vu des projets de loi transformés en propositions sous cette législature. Vous l'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu des députés porter, n'est-ce pas, des dispositions prévues par le gouvernement, n'est-ce pas? Vous voulez me dire que vous n'avez jamais vu ça? Alors moi je l'ai vu. Et à partir du moment où j'ai vu ça, je peux penser que la mouvance présidentielle, enfin je veux dire, et le gouvernement et les députés du BMP sont en intelligence sur certaines lois, d'accord? Puisqu'à plusieurs reprises, même des ministres du gouvernement sont montés au créneau pour défendre des propositions de députés de l'Assemblée nationale. Pour nous, il y a confusion. À partir de ce moment-là, il a les coups des franches pour aller vers les gens comme il veut, faire le lobbying dont il parle, n'est-ce pas? Et je ne sais même pas dans quel sens il fait le lobbying, parce que ce sont leurs propres députés qui ont fait encore pareille proposition. Les propositions que nous dénonçons ont été faites par les députés de leur camp et non des députés de la minorité parlementaire. Donc vous voulez que, si je dois suivre son conseil, que j'aille faire lobbying chez des députés minoritaires qui sont que 19 pour une loi qui peut passer à 42 députés. C'est pour ça que je dis qu'il faut être honnête lorsqu'on fait certains débats et être face à la réalité. D'accord? Donc nous, tant que c'est possible, nous discutons avec tous les acteurs politiques. Nous prenons les conseils que certains, peut-être plus avisés que nous, veulent bien nous donner. Mais bon, nous ne rejetons rien, nous ne rejetons personne. Les 90 minutes passent très vite. Nous avons encore quelques minutes. Mon vis-à-vis semble être battu avant le combat. De quoi vous parlez? De quel combat parlez-vous? Je parle juste du lobbying. Pas autre chose. Mais je ne vous comprends pas. Vous avez fait le lobbying avec des gens qui, visiblement, ils ne sont pas renfermés, ils ne sont pas recroquevillés sur eux, même quand bien même ils sont du camp de la majorité présidentielle. Vous savez, il faut, comme je dis encore une chose, il y a des rapports de force en politique. Et il le sait, mieux que moi. D'accord? Il y a des rapports de force en politique. Et vous avez vu les lois qui sont votées par les députés de la majorité présidentielle. Des fois, on discute en aparté avec eux. Ah oui? Des fois, et on sait ce qu'on entend. On sait ce qu'on entend. Il y a des choses qu'ils ont le courage de vous dire en aparté. Et une fois, le député Guy Bitok l'a dit même en plénière, il y a eu des réactions vives. Mais on sait ce qu'ils vous disent en aparté et on sait ce qu'ils font une fois à l'Assemblée nationale. Donc ça, là, tout le monde le sait. Ce n'est pas à moi de le lui enseigner. Donc le lobbying dont il parle, il sait très bien que c'est à eux de le faire pour que leurs députés qui ont fait ces propositions-là reculent. Parce que c'est leurs députés qui doivent reculer. Avant de conclure ce numéro de questions de gouvernance, Ghislain Guédégbé, et on constate que, que ce soit au niveau de la charte des partis politiques, ce n'est pas l'objet de cette émission, nous parlons du code électoral. Même dans ce code électoral, il y a certaines dispositions qui étaient déjà inscrites dans le projet de révision de la Constitution rejeté par l'Assemblée nationale. Comment vous l'expliquez que ces dispositions reviennent encore sous une autre forme dans le... Très honnêtement, pour emprunter le mot de mon vis-à-vis, est-ce que vous pouvez citer ces dispositions? La question du quitus, par exemple, la question de la caution également était bien entendue dans... Pas les montants n'étaient pas clairement définis, mais étaient bien inscrits dans le projet de révision de la Constitution qui a été rejeté à l'Assemblée nationale. Pourquoi cette opiniâtreté a fait passer forcément ces éléments de façon subtile à travers le code électoral? Non, je n'ai pas le sentiment que lors de la révision du projet, de la Constitution telle que souhaitée, il était question d'avoir des cautions de 200-250 millions. On n'a pas précisé les montants, mais les dispositions, il y a certaines dispositions qui cadrent bien avec quelques-unes contenues dans le code. Je n'ai pas envie je ne vois pas les choses ainsi. Je ne vois pas les choses ainsi. Certains observateurs voient ça dans ce sens. Bon, écoute, ils vont argumenter.
ils vont argumenter. Mais très honnêtement, le président de la République a demandé à faire un mandat. Le président de la République a demandé qu'on regroupe les partis politiques. Je ne vois ni ça, ni autre chose liée explicitement. Parce que nous sommes en matière de loi. Il ne faut pas dire ça ressemble, ça cadre. Est-ce que c'est les mêmes dispositions qui ont été citées aussi bien au niveau du projet de révision de notre Constitution que des codes ou lois qui ont été votés ou qui sont en cours de discussion à l'Assemblée nationale? Je ne crois pas. Votre avis donc là, Malabalo sur... Non, en fait, on ne voit que ce qu'on a envie de voir. C'est tout. On ne voit que ce qu'on a envie de voir. Et je crois que tout le monde sait qu'il y a des dispositions dans les différentes constitutions rejetées qui reviennent à l'Assemblée nationale sous forme de loi, qu'on essaie de passer en vote de 42 députés, majorité simple et tout le reste. Tout le monde le sait, d'accord? Et ne pas le voir, c'est une option. Vous l'expliquez comment vous? Non, mais c'est un passage en force. C'est un passage en force. Et nous trouvons que parce qu'on n'a pas réussi à passer la révision de la Constitution, eh bien, puisqu'on a une majorité à l'Assemblée nationale, on peut prendre des pans de la révision de la Constitution, les représenter encore sous forme de loi simple et les faire passer à la majorité de 42 députés. Mais c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour ça que je dis que chacun voit ce qu'il a envie de voir. D'accord? Quand on n'a pas envie de voir ça, on ne voit pas. Mais c'est la réalité. Et il y a beaucoup de lois qui sont comme ça, qui ont été votées à la majorité simple des 42 députés. C'est pour ça que nous craignons que ce code même en l'état, nous craignons même que malgré tous les débats que nous arrivons à faire ici, malgré tous les plaidoyers, même les lobbying dont il parle, et que... non, puisque vous avez dit que vous en faites. Donc, malgré les lobbying que vous faites, ce n'est pas exclu que si 42 députés sur vos 62 députés décident de faire passer le code dans l'État, ils vont le faire. Seulement, on ne sait pas si la Cour constitutionnelle, au moment du passage par le contrôle de constitutionnalité, si la Cour va pouvoir se prononcer sur cette disposition-là. Mais la Cour, c'est encore eux. Donc, nous, on ne sait pas. Non, la Cour, c'est encore eux. A une institution indépendante. Vous ne pouvez pas parler en cette s'il vous plaît. Qui se lient même les pieds et les mains. On va conclure en parlant des perspectives. Oui, d'accord. Oui. Comment entrevoyez-vous les prochaines législatives, vous, en tant que membre de Alternative Citoyenne, désormais membre du bloc progressiste? Ce n'est pas la conclusion, j'espère. Je le dis. C'est déjà la conclusion. Alors, je le dis parce que c'est important pour moi. Je ne l'ai pas souhaité, mais je suis resté un peu sur ma faim par rapport aux dispositions du code électoral. Il y en a beaucoup. Il y a des avancées sur beaucoup de dispositions pour ceux qui parlent de diagnostic. Vous pouvez aborder ces avancées. Prenez par exemple la Sénat, j'en parlais tantôt, on n'a pas voulu m'écouter. La Sénat, dans la forme que propose le code électoral, enfin, proposé, non pas qui est en cours, mais le code qui est proposé, voudrait que les membres de la Sénat en soient réduits à 5 personnes. Ça nous fait des économies. C'est de l'argent qu'on gagne. Ces 5 personnes, 2 désignées par la majorité, bloc qu'il qualifie de 60 et quelques, ou je ne sais pas, 2 par la minorité, même s'ils sont 19, et une personnalité consensuelle. Et que le bureau de cette Sénat soit dirigé par 3 membres, un président, un vice-président et je crois un chargé du budget. L'innovation qui a été apportée à ce niveau aussi est que le nouveau code propose un secrétariat exécutif permanent avec des agents qui peuvent passer 30 ans au poste, qui peuvent rester là, qui peuvent être affectés, mais ce secrétariat exécutif joue le rôle d'antichambre. Vous voyez, fait tout ce qu'il faut faire de préalable avant que les 5 membres de la commission de la Sénat ne soient installés et propose même que le secrétaire exécutif soit le rapporteur de cette commission, mais n'a pas voix délibérative. Pour moi, c'est des avancées dont on aurait dû parler, mais merci de me donner acte de cela. Je suis très heureux qu'il y ait des dispositions comme ça dans ce code pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu de diagnostic qui soit posé avant qu'on ne ponde ce test-là. Maintenant, répondez à ma question. Oui. Pour conclure, comment entrevoyez-vous les prochaines législatives? Les prochaines élections législatives, à mon humble avis, je ne pense pas que la terre va s'ouvrir et certains individus vont disparaître. Ils ont beau critiquer, mais ils viendront au combat avec des arguments les plus solides. Ils auront des députés, malgré tout ce qu'ils disent. Vous voyez?
les élections auront lieu. Ils auront les députés, vous parlez de qui? Non, j'espère bien nos amis d'en face. Je ne veux pas, en tout cas moi, Ghislain Guédégbé, citoyen, je ne veux pas une Assemblée nationale rien que remplie des partisans du chef de l'État et qui n'est pas... Vous avez vu? Il revient aux électeurs d'en décider. Je souhaite, vous me demandez ce que je pense. On a l'impression que vous avez une certaine certitude de ce qui va se passer dans quelques mois. Non, pas en termes de certitude, mais en termes de souhait. En termes de souhait, c'est que le camp pour lequel je milite puisse avoir la grande majorité des députés et qu'il y ait quand même cette minorité qui nous permette de nous réveiller parfois et de bloquer des révisions de constitution, bien que minoritaires qu'ils soient, et à plusieurs... comment je peux dire... de façon répétée. Merci à vous, Ghislain Guédégbé. Les élections législatives, si je veux me résumer, vont se tenir. Et tous ceux qui crient, tous ceux qui ne sont pas d'accord, on va encore se retrouver. Le combat va se faire et chacun va s'en tirer avec. Mais en termes de mots de fin, si je n'aurais plus la parole, je réitère ce souhait-là, qui est le mien et de la majorité des jeunes, que les dispositions qui sont en discussion à l'Assemblée nationale, à moins qu'il y ait un texte qui l'interdise, qu'on mette ça à la disposition de tout le monde et que le débat puisse se faire. Ça va éclairer nos honorables députés, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de la minorité, pour qu'on ait le sentiment que le citoyen lui-même, au-delà, je l'ai dit, des forums WhatsApp, au-delà de la télévision, puisse apporter sa contribution, non pas sur des sujets apolémiques, mais sur tous les documents. Il y a des parties du texte auxquelles nous n'avons pas eu accès. C'est dommage. Merci à vous, Ghislain Guédégbé. Donc là, Abalo, votre conclusion? Non, d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de venir faire ce débat et souhaiter que cela soit récurrent, parce que nous n'avons pas toujours la possibilité de venir participer à des débats contradictoires sur votre plateau, donc donnez-nous-en l'occasion. Non, pas du tout. Non, donnez-nous-en, c'est une doléance. C'est pas la première fois que vous passez c'est une doléance. Non, ce n'est qu'une doléance. Les portes sont grandement ouvertes. Oui, d'accord, mais c'est la première fois que je viens sur votre plateau pour parler, n'est-ce pas, de débats contradictoires. Donc moi, je voudrais venir souvent. En fait, c'est le sens de ma doléance. Donnez-nous la possibilité de venir souvent faire des débats d'idées avec nos amis d'en face, comme ils aiment bien le dire. Et puis moi, je serai très heureux, je serai encore plus heureux, même si aujourd'hui je suis heureux d'être venu ici, première chose. Deuxième chose, dire que les élections législatives prochaines ne doivent pas être vues dans le sens de combat, comme il a dit. Pour nous, ce n'est pas un combat, c'est une fête, n'est-ce pas? Une fête politique, c'est un jeu politique. Et puisque chacun veut le bonheur à ses portes, nous nous donnons les moyens d'être massivement représentés à l'Assemblée nationale pour que nous puissions faire à ce niveau-là des débats d'idées, voter des lois qui impulsent le développement de la nation. C'est le plus important. Qu'on nous permette d'aller à la compétition. Qu'on ne fasse pas la promotion de dispositions d'exclusion, n'est-ce pas? Qu'on laisse la compétition ouverte. Et quand on parle de compétiteurs nés, c'est simplement à partir du moment où la compétition est possible. Qu'on ne nous dise pas, pour gagner la compétition, il faut tenir les grands électeurs, il faut tenir les opérateurs économiques, il faut tenir les leaders d'opinion. Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons que tout le monde soit libre, que personne ne soit tenu et qu'on aille à la compétition, que le meilleur gagne. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Merci Ravo, c'était donc question de gouvernance. Retrouver en nouvelle diffusion cette émission samedi à 11h sur Eden Télévision et le même samedi à partir de 21h. Prenez le rendez-vous jeudi prochain à partir de 21h pour cette émission. Et si vous avez raté le programme, suivez la vidéo en streaming sur notre chaîne YouTube. Question de gouvernance qui abordait le thème révision du code électoral, force et faiblesse de la nouvelle mouture. Invité pour en parler, Ghislain Guédégbé, les membres de Alternative Citoyenne, qui est un parti, et donc là, Abalo, porte-parole de l'USL, l'Union sociale, le parti l'Union sociale libérale, c'est bien cela. Portez-vous bien et à bientôt.